pense que Jérôme a su vous exprimer bien mieux que ce que j'aurais pu faire pourquoi nous avons créé cette chaire à Grenoble. Voilà, maintenant vous avez bien compris que nous avions tous les outils et toutes les compétences et les convictions nécessaires. Donc merci Jérôme. Patrick Régnier, donc effectivement, on ne va surtout pas brider ce que vous allez nous dire, et notamment la réponse aux questions qui sont indiquées ici. Comment peut-on construire des systèmes auto-adaptatifs qui apprennent tout au long de leur vie? On a vu tout à l'heure à quel point c'est important de faire apprendre et d'apprendre. Et comment les modèles d'apprentissage par machine de l'intelligence artificielle peuvent-ils être interrogés par les modèles du vivant? Donc bien une relation dans les deux sens. Merci. Donc, je vais essayer d'être bref, Véronique. Donc juste pour commencer, simplement resituer un peu effectivement aussi pourquoi je suis là. Donc moi simplement en termes de contexte. Donc j'ai été roboticien dans une autre vie, j'ai beaucoup travaillé après sur l'intelligence ambiante. Donc c'est les maisons connectées, les maisons avec un certain nombre de capteurs qui vont vous observer à la Love Story, un peu bien comme disait Jérôme. Mais dans toute une étape de développement autour de ces aspects-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte que finalement les scénarios qu'on développait pour ce type de bâtiment, alors c'est une critique qui est destinée à moi plus personnellement, les scénarios que l'on développait pour ce type d'environnement intelligent qui comprennent les besoins des usagers et leur propose des services, sont des scénarios finalement qui sont guidés par les scientifiques, qui sont guidés par nos propres intérêts, là où les défis scientifiques se trouvent, sans finalement se poser vraiment la question de quelles sont leurs utilités et quels sont leurs impacts potentiels ou leurs risques potentiels sur la société. Donc c'est une réflexion qui est venue assez naturellement au bout d'un moment, à force de travailler de plus en plus sur ces environnements-là, d'acquérir de plus en plus de données sur les personnes, sur leur comportement, un peu pour en faire écho de ce que disait Thierry tout à l'heure. On s'est rapidement posé la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quel est l'impact de ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Et quels sont les risques associés à ça? Et la question qui s'est rapidement posée, c'est comment est-ce qu'on peut répondre à cette question sans pour autant que ce soit, comment on appelle ça, un supplément d'âme, que ce soit un supplément d'âme, mais que ce soit une vraie réponse à apporter à cette problématique-là. Et finalement, moi, personnellement, je me suis trouvé un petit peu désarmé face à ça. Et c'est à cette époque-là où j'ai rencontré Véronique. Et donc là, ce qui effectivement a beaucoup éclairé cette situation-là, et a permis, en particulier, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la démarche que Véronique a proposée en termes de boucle agile, telle qu'elle l'a présentée tout à l'heure, où finalement chacun va rester à sa place, chacun va amener ses connaissances et coopérer dans une co-construction avec la société civile, avec les industriels, avec les scientifiques, pour effectivement se poser ces questions-là, et essayer d'amener une méthode qui permettra, au cas par cas, d'y répondre. Donc c'est un peu ce qui est le cheminement qui m'a amené effectivement à participer à cette chaire et à commenter cette chaire avec Véronique. C'est effectivement se poser une méthodologie qui nous aide effectivement, nous en tant que scientifiques, nous en tant qu'inventeurs, comment est-ce que l'on peut faire pour effectivement inventer des choses qui aient un impact sociétal intéressant, mais que cet impact sociétal soit discuté avec la société civile, soit pris, que les risques pris dans le cadre de ces innovations soient acceptés par la société, soient discutés avec elle, et que l'on n'avance pas effectivement de manière séparée les uns à côté des autres. Donc pour resituer par rapport à la robotique, donc la robotique et l'intelligence ambiante, en fait, c'est un peu la même chose. La robotique, c'est un système qui va se déplacer. L'intelligence ambiante, c'est une maison finalement qui est un robot et on vit à l'intérieur du robot. Quelque part, les problématiques sont assez semblables. Et pour resituer un peu la problématique de la robotique dès le départ, la robotique a toujours été un endroit où il y a eu énormément de défis scientifiques qui ont été posés. Et c'est toujours un endroit, effectivement, qui a été source de coopération, d'échanges entre différentes communautés. On a retrouvé beaucoup de défis au niveau de la mécanique, au niveau de l'automatique et évidemment au niveau de l'informatique et en particulier de l'intelligence artificielle. Et la robotique a toujours été un champ d'expérimentation pour l'intelligence artificielle parce que ça a été l'occasion pour elle de se confronter à toute la complexité et la dynamicité du monde réel. Donc ça a d'abord été la robotique dans laquelle les robots devaient se déplacer au milieu d'environnements plus ou moins contrôlés, dans lequel il y avait des personnes, mais qui finalement au début les personnes n'étaient que des obstacles mobiles parmi d'autres. Et de plus en plus, évidemment, depuis quelques années, la robotique franchit une étape supplémentaire, une marche supplémentaire et ô combien intéressante, qui est de considérer les personnes non pas comme des obstacles mobiles comme les autres, avec éventuellement des comportements un peu plus erratiques, mais comme des vraies personnes, avec, comme ça a très bien été expliqué avant, un impact du comportement du robot sur les personnes elles-mêmes, et un impact, ce qu'on souhaite, du comportement des personnes sur les robots eux-mêmes. Donc c'est le côté, évidemment, effectivement, intégration de la personne et de son comportement et du robot dans une boucle dans laquelle les systèmes vont, entre guillemets, les personnes vont s'auto-modifier, vont auto-évoluer et vont se construire leur comportement. Donc dans ce cadre-là, nous, le défi qui se pose pour nous en tant que scientifiques, c'est de faire des systèmes. Comment est-ce que je peux programmer un tel système qui va effectivement mesurer l'impact qu'il va avoir sur les personnes et qui va être capable aussi d'adapter son comportement par rapport à cette co-construction qui va se placer lors de l'interaction avec ces personnes-là.
Donc on a besoin de systèmes d'apprentissage, comme on dit, qui apprennent tout au long de leur vie. L'apprentissage automatique, c'est un vaste domaine dans lequel Grenoble a beaucoup de spécialistes, dans lequel on a plusieurs grands courants. Un des courants, c'est typiquement qu'on connaît beaucoup, on entend beaucoup parler dans le grand public, et le deep learning ou le big data, où on va collecter des grandes quantités de données, d'énormes quantités de données. On va laisser tourner des algorithmes pendant très longtemps sur ces quantités de données pour extraire des connaissances et exploiter ensuite ces connaissances. Nous, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Le défi scientifique qui nous est posé, c'est des systèmes interactifs qui agissent avec des personnes, au contact avec ces personnes, qui vont devoir très rapidement modifier leur comportement en fonction de l'impact qu'elles ont sur les personnes et en fonction du but qui va être fixé. Et on va donc devoir faire des systèmes capables d'apprendre tout au long de leur vie sur des quantités de données finalement beaucoup plus faibles. Et ce qu'on va être surtout devoir faire, et là c'est là où il y a un rôle éthique important, on va être capable de contrôler, de mesurer quelles vont être les conséquences de l'évolution du comportement de ces systèmes. Les systèmes vont apprendre tout seuls tout au long de leur vie en interaction avec les personnes, il va y avoir une co-construction du comportement du système global. Comment est-ce que je peux contrôler cette co-construction? Comment est-ce que je peux faire en sorte que l'apprentissage qui va être fait par le robot, que la modification du comportement du robot n'aura pas d'effet néfaste, dangereux, sur la personne avec laquelle il interagit? Donc là, il y a un vrai défi derrière ça, sur lequel on ne sait pas forcément répondre. Il a été évoqué tout à l'heure le problème de comment programmer de l'éthique au niveau du CERNA dans la robotique. Le CERNA se pose exactement la même question actuellement sur le deep learning. J'ai des boîtes noires, le deep learning ce sont des boîtes noires, des systèmes qui apprennent, qui prennent des décisions par rapport à ça. Comment je peux contrôler la qualité de ces décisions-là, l'éthique de ces décisions-là? Nous, on va avoir exactement la même question sur nos systèmes à nous. Et une des pistes qu'on cherche à explorer, c'est comment faire des systèmes qui vont apprendre tout au long de leur vie, et qui ne soient surtout pas des boîtes noires, qui soient des boîtes transparentes, dans lesquelles je vais pouvoir regarder ce qui a été appris, dans lesquelles je vais pouvoir comprendre ce qui a été appris, et dans lesquelles je vais pouvoir éventuellement contrôler ce qui a été appris, de manière toujours à ne pas créer un danger potentiel supplémentaire dans la relation que le robot va inscrire avec la personne à laquelle il va interagir.